Bonjour, aujourd'hui on plonge dans l'art d'utiliser ChatGPT efficacement en 2025. On s'appuie sur un tuto vidéo récent de Ludo Salen. L'idée clé, c'est vraiment de dépasser la simple conversation pour une utilisation, disons, stratégique de l'outil. On a tous fait l'erreur, je pense, de lui parler comme sur une messagerie. On demande vite fait une lettre d'amour. Et on se retrouve avec un truc super générique, sans âme. Ça montre bien qu'il faut une approche un peu plus fine. Tout à fait. Le voir comme un simple ami virtuel, c'est passer à compter de beaucoup de choses. La clé, c'est de comprendre qu'il faut le guider. Une structure claire, c'est essentiel pour avoir de bons résultats. On passe d'une conversation à un vrai pilotage. D'accord, piloter. Alors, comment on fait ça efficacement? La première astuce, simple, c'est la méthode RCT. Rôle, contexte, tâche. Ça a l'air simple, mais apparemment ça change tout. Pour notre lettre d'amour, par exemple? Exactement. Au lieu de juste dire « écris une lettre », on précise. Rôle, tu es un expert en séduction, mais version simple et drôle. Contexte, c'est pour Ludo qui veut inviter sa coiffeuse. Elle aime l'authenticité, pas les grandes déclarations. Et tâche, écris une lettre courte, sincère, drôle, 2 paragraphes max pour proposer un dîner. Ah oui, là on voit tout de suite que ça va être beaucoup plus précis, beaucoup plus personnel. C'est ça, fini la généricité, on cadre. Et ce pilotage, ça passe aussi par le choix du bon moteur. Le tutoriel mentionne GPT-4o pour, on va dire, les tâches standards, et GPT-o1 pour le plus complexe. GPT-o1, qu'est-ce qu'il a de si spécial? Sa grosse différence, c'est ce qu'ils appellent la chaîne de pensée, le chain of thought. En gros, avant de répondre, il décompose le problème, il réfléchit aux étapes, c'est comme s'il ferait un brouillon mental visible. D'accord, je vois. C'est pas juste plus puissant, c'est une autre manière de raisonner. Voilà, ça lui permet d'aborder des trucs plus complexes, genre concevoir un plan d'action subtil au lieu d'une simple lettre. Intéressant. Et au-delà du texte pur, comment ChatGPT s'intègre avec d'autres outils, par exemple pour la création visuelle? Alors, l'intégration avec Canva est un super exemple. On peut générer du texte et, hop, l'ouvrir direct dans une fenêtre Canva pour le modifier. Ah ouais, sans quitter ChatGPT. Exactement. On ajuste le texte, on ajoute des emojis, on peut même changer le niveau de lecture, genre style lycée ou plus simple. On raccourcit, on allonge. Il y a même un outil crayon qui suggère des améliorations de style. C'est hyper pratique pour le contenu marketing ou les réseaux sociaux. C'est un peu comme avoir un assistant éditeur et graphiste intégré en fait. Et ça va plus loin que ça, non? J'ai cru comprendre qu'il pouvait faire office de moteur de recherche. Oui, tout à fait. Il peut chercher sur le web pour répondre à une question précise, genre donne-moi 5 bons livres sur la méditation en télétravail. Et il te donne une liste directe, sourcée si besoin. Ça évite de cliquer sur 10 liens et de se perdre dans les pubs. Pas mal. Et pour les images, il peut en créer? Oui, il génère des images. L'exemple du tuto, c'était un chat couleur caramel qui fait du skate avec un casque. Assez précis, hein? Et le plus fort, c'est qu'on peut modifier l'image après. Sélectionner le casque et dire « mets-le en rouge ». Et hop, on télécharge. Incroyable. Et il analyse aussi des fichiers, des images? Bah oui, il peut voir une image qu'on lui partage, genre une miniature YouTube, et donner une critique constructive. Et il lit les fichiers. PDF, Excel, on peut lui uploader un doc ou le lier via Google Drive et lui demander de résumer les points clés. Par exemple, les meilleurs conseils d'un PDF sur la muscu. Ça fait énormément de choses. Du coup, l'organisation devient super importante pour pas s'y perdre. Comment on gère tout ça? C'est là qu'arrivent les nouveautés de 2025 comme ChatGPT Projet. En gros, on crée des dossiers par thème. Dans chaque dossier, on peut mettre les conversations liées, des fichiers et surtout des instructions spécifiques à ce projet. Comme ça, toutes les nouvelles interactions dans ce dossier tiennent compte de ce contexte. Ah, c'est malin ça. Et il y avait aussi ChatGPT Tâches pour automatiser. Oui, on peut créer des actions automatiques avec des notifications sur smartphone, navigateur ou email. L'exemple, c'était de recevoir un conseil de relaxation tous les soirs à 18h30. Une sorte d'assistant proactif, quoi. Recevoir un conseil tous les soirs. Est-ce que ce n'est pas un peu impersonnel à la longue? C'est une bonne question. Mais l'idée, c'est que c'est très personnalisable. Déjà, on contrôle la tâche, fréquence, contenu, on peut l'arrêter quand on veut. Et surtout, ça s'appuie sur la personnalisation générale de ChatGPT. Dans les paramètres, on peut lui dire qui on est, nos buts, le style de réponse qu'on préfère. Et il y a la gestion de la mémoire. ChatGPT apprend de nous. On peut voir cette mémoire, la gérer, l'effacer même. L'outil s'adapte, mais on garde le contrôle.
D'accord, donc plus on l'utilise de manière structurée, personnalisée, plus il devient pertinent. Et il y a aussi ces fameux GPT personnalisés. Exactement. Les GPT, c'est des versions de ChatGPT spécialisées pour une tâche. On peut utiliser ceux de la communauté, comme un logo Creator, et si on a un compte payant, on peut créer les siens, entraîner avec nos infos, nos instructions, pour un besoin très spécifique. L'exemple Mamma Mia de Ludo Salen, c'est un GPT pour aider un pro, mettons un plombier, à voir comment l'IA peut l'aider dans son métier. C'est de l'ultra-personnalisation. D'accord. Bon, si on résume un peu tout ça, pour bien utiliser ChatGPT en 2025, il faut vraiment sortir de la simple conversation. Il faut structurer avec des méthodes comme RCT, bien choisir son modèle, exploiter les intégrations comme Canva, la recherche, l'analyse de fichiers, sans oublier d'organiser avec les projets et les tâches, et surtout de personnaliser l'outil et sa mémoire. C'est une excellente synthèse et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. À mesure que ces outils deviennent si bons pour analyser, créer, automatiser, comment ça va changer pas seulement notre travail, mais notre rapport à l'info, à la connaissance? Quel équilibre on va trouver entre déléguer à l'IA pour être efficace et garder notre propre esprit critique, notre capacité à penser par nous-mêmes? C'est la grande question, non?